Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tout le monde. Je vais raconter une histoire pour la première fois. Bon, l'histoire concerne un peu les églises de réveil. Je n'ai rien contre les églises de réveil personnellement, mais je crois qu'il faut faire très attention. Bon, c'est l'histoire d'une cousine à moi. Oui, une cousine à moi qui habite dans la ville de Douala. Bon, je vais la prénommer Vanessa. Donc, Vanessa est fille unique à sa mère. Ils ne sont que deux. Vanessa a toujours été proche de sa mère, toujours chouchoutée et tout. C'était une fille très sexy et tout. Donc, Vanessa, après les études secondaires, donc nous on a toujours évolué ensemble puisque nous avons le même âge. Oui. Donc, après les études secondaires, elle a opté pour une formation professionnelle. Elle va dans son école. En fait, elle a fait ses études et après après avoir eu son BTS, donc il fallait qu'elle aille faire la licence. Et puisqu'elle devait changer de campus, il fallait donc elle habite un peu proche, étant donné que son nouveau campus était vraiment très loin de la maison familiale. Donc, les parents de Vanessa décident que Vanessa va habiter chez son oncle paternel qui est non loin du campus. Donc, elle va s'installer là-bas. Mais depuis là, elle ne fait que être malade. Et la maman, donc, l'amenait chez les tradis praticiens. Elle suit des traitements. Ça va un peu aujourd'hui, mais après, elle rechute. Donc, chaque fois, une fois donc, elle est venue chez eux pendant un week-end. Il y a une sœur un peu éloignée de la famille qui lui a dit que je connais une église de réveil. C'est une église que moi-même j'ai trouvé la guérison là-bas. Je te propose qu'on aille là-bas. Peut-être là-bas, on pourra t'aider. Donc Vanessa a dit ok. Comme elle a compris que c'est l'église, quand même, elle a eu confiance. Oui, ils sont partis. Arrivés là-bas, on fait le culte. Après ça, on lance les prières. Et Vanessa tombe en transe. Oui, et elle commence à vomir. Et une voix étrange parle en elle. Et tout portait, en fait, toutes les preuves montraient que c'est la femme à son oncle qui disait oui, toi tu penses que tu peux seulement évoluer seule et mes enfants pas. En tout cas, tu t'es bloqué, le travail tu n'auras pas, le mariage tu n'auras pas, ceci, cela. Donc, on a prié. Maintenant, elle est rentrée ce jour-là. Elle a dit à sa mère que maman, je suis tombée comme ça. Donc, sa mère aussi, elle a été un peu éclairée par rapport à son cas, que c'est un problème mystique. Et si, comme elle est à l'église, ça va, donc sa mère l'encourageait à partir. Elle ne faisait qu'aller au séance. Chaque fois, elle partait, on priait. Et ça a commencé à aller. Donc, ça a commencé à aller. C'était une bonne chose. Mais ce qui était mauvais dans ça, c'est que Vanessa a commencé à franchement s'impliquer dans l'église au point où elle est devenue l'interprète du pasteur. Partout, le pasteur partait, quand le pasteur même part hors de la ville pour une campagne d'évangélisation, elle est avec lui, elle est son bras droit, c'est même elle qui réserve les chambres d'hôtel et tout ça. Donc c'était un peu bizarre. Et après ça, et depuis lors, elle a commencé à s'éloigner de la famille, à être très distante.
Et la mère vraiment a aussi commencé à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre fille? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, chaque fois maintenant, et la mère a donc commencé à en parler à ses frères et ses soeurs que, pardon, et même les cousines là, les cousins, essayez un peu d'appeler Vanessa aussi, vous causez avec elle et vous lui dites. Mais quand tu l'appelles et que tu veux un peu aborder le sujet, elle te dit non, je ne veux pas. Si c'est de ça que tu veux parler, moi, il va raccrocher. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'éloigner de nous. Elle n'appelait plus les gens et tout, et tout, et tout. Donc, une fois, elle est allée à un stage académique. Oui, et à la fin de son stage, son boss l'a tellement apprécié qu'il lui a donné une somme d'argent. Oui, une somme d'argent pour la remercier. Elle prend l'argent, c'était une centaine de mille. Elle prend l'argent, elle va donner à son pasteur. Que, ah, pasteur, pardon, regarde un peu si l'argent si est bien. Le pasteur prend, il dit, ah, cet argent vraiment, c'est vraiment sale. Il faut qu'on prie dessus, il faut qu'on détruit. C'est comme ça que elle a peu vu l'argent. Et une fois dans les causeries avec son frère et ses parents, elle a mentionné ça. Mais ils étaient choqués. Son frère dit, attends un peu, donc je travaille jusqu'à m'épuiser parce qu'il veut te sponsoriser. Mais toi, tu préfères remettre ta vie, remettre tout ce que tu as à un inconnu, à un pasteur comme ça là. Son frère était vraiment énervé. Que non, mais ça, ce n'est pas croyable. Comment tu peux être bête comme ça? Le monsieur t'a seulement sucé le cerveau, quoi. Elle dit que non, c'est mon pasteur, je lui fais confiance. Mon pasteur, il m'a délivré, c'est cela. Sa mère a commencé à comprendre que vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle est allée jusqu'à porter plainte, la maman, porter plainte contre le pasteur. Et on lui a dit là-bas que bon, ta fille est mature, donc elle peut faire ce qu'elle veut. On ne peut rien faire contre ta plainte puisque ta fille est mature. Comme ça n'a pas donné là-bas, elle est partie voir le pasteur personnellement, que papa libère ma fille, libère-la. Libère mon enfant. Mon enfant n'était pas comme ça avant. Mon enfant n'était pas comme ça avant. La Bible n'a jamais dit que tu dois servir Dieu au point de renier ta famille, renier tes propres parents. Jamais de la vie. En fait, peu importe ce que tu as fait à ma fille, libère-la. Le pasteur s'est seulement mis à rigoler. Et puis, il lui dit que si je libère l'enfant, là, elle ne va plus te servir à rien. Elle ne sera plus qu'une épave. Donc, contente-toi de ce qu'elle est actuellement et tout ça. Ma tante a pleuré, 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 pleuré. Et elle a même pris la résolution que comme le pasteur a dit comme ça là, elle va arrêter ses activités. Elle va se battre jusqu'à ce que arracher sa fille aux mains de ce monsieur-là. Et même si sa fille devient folle, elle va arrêter ses activités. Parce que son commerce qu'elle faisait, elle était en train de vouloir solder tout, non? Genre, pour avoir son temps libre, pour s'occuper de sa fille qui sera peut-être folle. Donc, c'était comme ça. Et maintenant, entre-temps, Léon disait qu'il faut l'amener chez les prêtres exorcistes. Maintenant, ça, on ne parvenait même pas à joindre Vanessa parce que chaque fois que les parents viennent chez elle, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie parce qu'elle savait que comme elle ne répond pas aux appels, on va venir la chercher à la maison. Elle est sortie. Son père s'est fâché une fois parce qu'il est même venu là-bas où il voit que mais la chambre que je paye, mais je viens tous les jours, je ne trouve pas l'enfant. C'est quoi? Je ne connais même pas comment l'intérieur de la chambre est tout ça. Il a cassé le cadenas. Que mais maintenant c'est là, on va voir maintenant, on va voir. Et Vanessa est rentrée, elle a vu comme ça là. Là, elle a déménagé. Elle et sa nouvelle famille là, on l'a trouvé un nouvel abri. Elle a déménagé. Ah, mince. Ses parents ont dit que ça, c'est pas possible. Et maintenant, les parents ont finalement trouvé sa nouvelle adresse. Et là, on a décidé de l'amener chez les prêtres exorcistes. Un matin, les parents l'ont donc chopé très tôt parce que la baillesse avait dit qu'il faut venir souvent même vers 5 heures. On l'a chopé, pape. Elle dit que mais qu'est-ce que vous faites ici très tôt le matin? Elle voit ses parents et son grand frère. On dit que non, on veut t'amener quelque part. Elle dit que quelque part c'est où? Vos endroits où il y a les sorciers là, vos trucs de sorcellerie là. En tout cas, moi je ne bouge pas d'ici. Moi je viens mon Dieu que je sais. Ce n'est que lui, tout. Son grand frère lui a donné une paire de claques. Mais attends un peu. Donc tu penses que non, on te veut du mal. Le Dieu que tu sais là, tu crois que
Ce n'est pas le même Dieu que nous-mêmes on sait. Elle ne faisait qu'argumenter que je ne bouge pas. Son grand frère l'a bien bastonné. Il a dit que tu vas sauf que nous suivre. C'est comme ça qu'elle les a suivis. Ils sont partis chez un prêtre exorciste. Le prêtre là, quand il a même vu la chuchoter, parce qu'apparemment il a remarqué. Et dans la ville où nos grands-parents habitaient, elle partait souvent à l'église là-bas et elle sympathisait un peu avec les prêtres. Donc du coup, c'était l'un des prêtres là-bas. Il dit que, hey Vanessa, c'est toi? Je dis que, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma fille, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle dit que mon père, tout ce que mes parents sont en train de faire, c'est même pas pourquoi on m'amène ici là. Moi, je vais rentrer chez moi. Je n'ai rien à faire ici. Elle n'a pas de problème. Le prêtre a dit à sa mère, aux parents que vraiment on ne peut pas faire grand-chose puisque quand on veut délivrer quelqu'un, la personne même doit accepter que quelque chose ne va pas et la personne doit confesser. Mais elle dit carrément qu'elle n'a pas de problème. Donc, c'est impossible, on ne peut rien faire. Tant qu'elle ne confesse pas, tant qu'elle n'accepte pas que ça ne va pas, on ne peut rien faire. Sa mère a déjà pleuré. Sa mère a déjà pleuré qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Que sa fille, elle était son tout. Elle était prête à tout pour faire pour sa fille. Jusqu'à ce que sa fille soutient son master 2. Elle ne leur dit pas. Sa mère apprend ça par une autre personne qui, Vanessa m'a dit qu'elle soutient dimanche. Sa mère dit que, sa mère commence à pleurer que moi je ne peux même, mais ça c'est quoi ça? Je ne peux même pas aller là-bas puisqu'elle ne m'a pas dit. On dit que non, c'est ta fille, il faut quand même partir. Ça me serre le cœur parce que les gens, à cause de ce que les gens ont dit. Elle fait aussi un petit buffet, elle fait un peu le pain chargé avec les boissons, elle met dans le sac et pas. La honte que la maman a eue, elle est arrivée là-bas. Vanessa ne les gère même pas. Vanessa avait déjà fait son propre buffet avec sa nouvelle famille là, de l'église. Vanessa salue ses parents comme si c'était des gens qu'elle venait de rencontrer. Donc, même le sac que sa mère a porté, elle n'a même pas ouvert. Sa mère se morfond. La dernière fois que j'ai vu sa mère, elle me dit que vraiment, je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais vraiment plus. Parce que Vanessa ne peut même... Elle n'est plus comme une jeune fille. Vanessa ne peut pas faire les coiffures comme toi, comme la coiffure que tu as sur la tête là, ma fille. Elle est devenue aussi comme ça, débraillée. Je ne comprends même pas. Ma fille ne me gère pas. Et ce qui est le pire, c'est qu'elle est heureuse. Depuis quand est-ce que la Bible a dit que tu dois servir Dieu au point d'oublier, d'oublier ta famille, d'oublier tes parents? Donc voilà un peu l'histoire de ma cousine. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours là. La situation n'a pas changé. Ça n'a pas changé. J'ai seulement dit à la maman de toujours prier pour elle, de faire même des jeûnes. Dieu peut un jour intervenir. Dieu peut un jour trancher ce problème-là. Donc c'est pour vraiment dire que les églises ne sont pas toujours la solution à nos problèmes. Parfois les églises même nous enfoncent encore plus. Et quand on veut aller quelque part dans une église, il faut vraiment méditer et demander le discernement à Dieu. Demander le discernement. Les églises de réveil sont certes bien, mais méfiance. Parce que certains sont le temple de la sorcellerie. Et quand tu viens, ils voient que tu as une bonne étoile. Ils font tout pour tirer cette étoile-là. Donc c'est un peu mon histoire ce soir. Likez, commentez et partagez. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Ok. Et bonsoir à tout le reste qui écoute très bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire qui s'est passée. J'ai eu vent de cela aujourd'hui. Qui s'est passée ce dimanche, lors de la Pâque. À Kondengui, précisément à Yaoundé, à la BM Kondengui. J'ai une voisine qui a une caisse de tomates. Elle vend la tomate, des condiments et tout, là au quartier derrière. La BM Kondengui, elle est la seule sur la zone pour ceux qui savent la zone. Et sa voisine à côté vend les bonbons, cigarettes, biscuits, les sachets, tout ça. Donc la voisine, l'autre est Bamoun et l'autre est Bamileke. Il ne faudrait pas dire plus tard que peut-être je suis raciste ou je suis tribal ou quoi que ce soit.
Mais c'est ce qui se passe au quotidien qui fait en sorte qu'une tribu est très mal vue. Alors, voici l'histoire. La dame qui est Bamoun se fait accoster par un monsieur puisqu'elle court aussi des vêtements là sur place, à l'air libre, devant sa caisse. Le monsieur vient, il fait part qu'il a besoin de faire confectionner des vêtements et que c'est en grande quantité, que cette dame doit se déplacer pour aller à Ekounou, voir les modèles en question et tout. La dame n'ayant pas un téléphone Android, ce jour, j'étais là pour acheter, c'est parce que je voulais jouer à la caisse de bonbons là. Elle me demande si je peux aider avec mon téléphone. Je dis, tiens, moi je ne partage pas mon téléphone, il est privé, il est à moi seul. Il achète ce qu'il achète, il fait demi-tour. La dame s'en va donc à Ekounou. Pendant que elle prend les mesures et tout le reste, elle est concentrée, elle est en train d'écrire. Le monsieur qui l'a accosté ramasse le téléphone de la dame Bamoun en question, qui a emprunté le téléphone de la voisine qui a la caisse de tomates, qui est sa voisine côte à côte. Elle va appeler le téléphone pour filmer tout. Le téléphone disparaît. Le gars prend une tangente dans un couloir là, il disparaît. Alors, la dame Bamoun revient chez elle et fait part à sa voisine que, ouais, voisine, le téléphone est disparu. Le gars en question, il m'a trompé et il a voulu le téléphone, il est parti. La voisine dit donc, celle qui est Bamileke, dit, ok, il n'y a pas de souci, le téléphone est parti. Tu vas devoir juste me rembourser mon téléphone. Et dans le téléphone, la voisine Bamileke a reçu un dépôt de 40 000 francs venant de son village où elle devait acheter la marchandise et envoyer au village. Et la puce du téléphone, elle avait payé une puce en route identifiée. On a mis, pas identifiée à son propre compte. Les puces qu'on active partout en route là. Elle a mis un compte Momo pour retirer de l'argent. Elle n'a pas retiré. Alors, son mari rentre, le mari de celle qui est Bamileke qui vend la tomate. Quand il rentre, il demande, sa femme explique la situation. Le monsieur se lève, il va voir donc le mari de la Bamoun. Et les deux vivent dans un même camp, côte à côte, porte voisine. Il fait part de la situation, il dit, bon, comme ça arrivé, c'est entre nous les hommes, rembourse juste le téléphone. Le gars Bamoun, le mari de la dame Bamoun en question, commence tout un tas de bavardages, il refuse de rendre, de restituer et le téléphone et l'argent qui est dans le compte, parce qu'elle ne peut plus aller reconduire cette puce, vu que ce n'était pas identifié à son nom, cet argent est dans l'eau. Il commence à dire, est-ce que vous êtes même sûr que l'argent était dans le compte là, blablabla, commence à parler. Pour finir, il entre chez lui. Il descend dans sa maison, parce que lui-même, il est mécanicien là, il arrange les motos là sur place. Il descend chez lui, il met du temps à l'intérieur, il met du temps. Il ressort de là avec les 40 000. Il rend à sa voisine. La voisine récupère l'argent. De là commencent tous ces problèmes. Elle commence à être malade. Je rentre de mission dans mon boulot. Je vois la voisine en question, je vais prendre la tomate chez elle parce que j'avais la paresse d'aller au marché. Je trouve qu'elle est toute fanée, toute maigre, souffrante. Elle s'est même rasée. Je dis, mais voisine, comment tu es pâle, maigre comme ça, fanée? Tu t'es rasée? Elle me dit, ça ne va pas. Elle me raconte, bon, moi, elle, je te dis que ça ne va pas, elle est malade. J'ai tourné mon dos, j'ai dit, ah. Alors, étant malade, elle fait tout à l'hôpital, rien. Les pieds commencent à enfler. Les ceci, cela, les maladies, les cela, elle ne comprend rien. À l'hôpital, on ne voit rien. Elle appelle le village. Vous savez, les Bamileke n'aiment pas souvent rester les bras croisés. Des fois, ils font appel à la tradition. C'est là-bas au village qu'on dit descend ici très rapidement. Ça ne va pas. Et entre-temps, cette voisine est mère de jumeaux. Elle a un petit bébé à main, une fille de moins d'1 an. Elle porte ses pieds, elle arrive au village et tout. On dit voilà, ça a été fait comme ça, comme ça. C'est la personne qui t'a remis de l'argent qui a dû féticher cet argent avant que tu rentres l'argent. La voisine Bamileke ne supportant pas cela, elle retourne avec son mari. Ils vont voir le chef du Kondingi ici à la BM, qui est un homme en tenue. Alors, il convoque tout le quartier et il convoque les deux voisins. Le Bamoun va prendre 2 de ses frères et l'amène. Le quartier arrive. La dame qui est attaquée spirituellement, mystiquement, arrive. On pose la question au Bamoun. Le Bamoun commence à nier. Il nie. Maintenant, le chef du quartier dit, tu nies. C'est exactement cela. Donc, tu vas seulement
dit la vérité. Il finit par avouer. Il dit effectivement, le baron dit effectivement, le mari de la dame en question. Effectivement, en rendant l'argent, j'ai dû féticher cet argent pour rendre cet argent. Alors, comme tu as donc dû féticher sur cet argent, il faut rendre l'argent. Il faut donc alléger le sort que tu as mis sur cet argent pour que la dame en question retrouve la santé. On pose la question, tu as une femme? Il dit oui. Tu as des enfants? Il dit oui. Et alors, ta voisine, elle habite à 0 pas de toi. Elle a des enfants. C'est une femme mariée aussi. Pourquoi faire cela? Il ne donne pas de suite. Ses frères, Bamon scandalisés, disent, mais c'est pas ce que tu nous as dit quand tu nous as demandé d'assister à la convocation. C'est ce que tu as fait vraiment. Il faut trouver une solution. Le gars est calé sur la position qu'il ne sait pas comment il va retirer. Le chef a donc demandé qu'il ne déménage pas. Et que sa caisse de bonbons cigarettes soit fermée. Il ne vend plus. La demoiselle Bamileke en question est au village actuellement où je vous parle, entre la vie et la mort. On ne sait pas. Le gars a dit que lui ne connaît plus lui à lever. Il connaît seulement lancer. Et il peut faire ça sur quel but? Quelqu'un te réclame son dû. Il t'a aidé. Tu t'en vas féticher pour rendre cela. Vraiment. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Toujours les bamouns. Pourquoi? Elle avait mal fait. Si j'avais donné mon téléphone, ça aurait pu être moi. Donc c'est sur cette position que tout le quartier est là actuellement, traumatisé. La demoiselle entre la vie et la mort n'a pas encore trouvé de suite. Le gars, il est là aussi. Il ne répond pas. Il dit rien. Il regarde seulement les gens. Et il venait voir comment il sort. Il marche dans le quartier, il se balade, il se prend les grands airs et tout et tout. Mais le quartier dans une panique totale. On ne s'imaginait pas que notre voisin le plus proche pouvait arriver jusqu'à ce niveau. Dans des commentaires avec des gens qui viennent là à la caisse, il se permet de dire « Moi, je ne suis pas dans les choses là. Moi, je tue à petit feu. » Et c'est ce qu'il a fait là. Ce qu'il disait qu'il tue à petit feu. Voilà la voisine qui est en train de mourir. Elle va laisser ses enfants avec qui? Les petits enfants. Vraiment, le monde est méchant. Ce que je veux vous dire à tous, c'est que quand vous êtes assis quelque part, ou bien vous êtes dans un quartier, soyez sur vos gardes. Évitez de montrer les dents à n'importe qui et n'importe comment. Évitez. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Donc c'est la situation qui est en train de se passer actuellement sur Kondengui. Dans la BM, là, derrière la prison principale. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Alors, bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Bon, je reviens ce matin pour une autre petite histoire, une histoire qui me concerne directement et qui m'a un peu fait flipper en fait. Et aussi, j'ai besoin des conseils pour s'il y a des gens dans la communauté qui ont déjà eu à vivre ce genre de choses ou à avoir ce genre de choses sur leur corps, par exemple, qu'ils m'aident un peu dans les commentaires parce que ça m'a un peu troublée. Ça fait presque 3 à 4 ans aujourd'hui que, bon, pas constamment quand même, que je constate quand même, donc je dors un soir comme ça, le lendemain, je me réveille avec des traits sur le corps. Donc, je sais pas comment je vais vous expliquer. Un peu comme si c'était un fil de fer qui m'avait gratté tout au long du corps, au fait. Donc, les longs traits là qui noircissent. C'est un peu comme quand tu vas au champ, les gens qui connaissent les bébés d'or là, quand ça te griffe là, ça donne des traits très noirs sur le corps, un peu comme ça. Donc, les petites blessures, comme si c'était un truc où c'était l'aiguille. C'est avec l'aiguille qu'on t'avait fait tout un trait sur le corps, au fait. Je sais pas si les gens voyaient un peu. Donc, des trucs comme ça. Donc, je dors, je me réveille. Le lendemain, c'est quand je me lave, je constate peut-être que mon dos est en train de chauffer. Je dis, ok, qu'est-ce qui me brûle au dos comme ça? Je me tourne sur le miroir, je constate que j'ai des traits noirs bizarres. Et je ne comprends pas. Pourtant, en dormant la veille, je n'avais rien. Je ne sais pas. C'est donc comme ça, j'ai filmé ça, j'ai envoyé à un de mes oncles. Il m'a dit, bon, peut-être tu t'es gratté la nuit, des trucs comme ça. Mais bon, il faut toujours prier avant de dormir et tout. J'ai dit, ah, d'accord.
Bon, moi, j'ai banalisé. Je me suis dit, ah bon, ok, peut-être c'est juste un truc comme ça. Mais en même temps, ça me faisait peur. Et parfois même, ça pouvait faire... Désolée. Ça pouvait faire comme ça. Si la période que je ne prête pas attention, ça vient et après ça part sans que je m'en rende compte. Ça ne laisse pas de cicatrices, du moins sur moi, ça ne me laisse pas de cicatrices. Mais ça met parfois une semaine et demie avant de partir. Donc, avant-hier, moi je pense il y a cela 2 jours, je suis allée rendre visite à une amie. J'arrive, je lui dis, on se salue, comment tu vas? Elle me dit non, elle ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que les sorciers l'ont encore rendu visite aujourd'hui. Je dis comment ça? Elle me dit qu'elle a mal au corps. Elle me dit regarde mon corps. Bon, on était dans un endroit un peu sombre, du coup je ne voyais pas bien, mais je voyais comment son corps avait enflé. J'ai dit oh là là, pourquoi ton corps a gonflé comme ça? Elle dit que maman, je te dis qu'on m'a rendu visite la nuit. Et tout, ma nuit a été très très longue et très difficile. Comme tu me vois là, j'ai mal partout parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour du stade. Elle dit, tu ne vois pas tous les traits que j'ai sur moi là. C'est alors là que je torche mon téléphone et je regarde. C'était les mêmes traits que moi-même j'avais de temps en temps sur mon corps. Et même jusqu'à présent, les traits là, ça revient de temps en temps sur mon corps. Je dis, ok, qu'est-ce qui t'a griffé comme ça? Elle me dit, maman, laisse. Je suis en train de dire qu'on m'a rendu visite la nuit. Hier, en dormant, je n'avais rien sur mon corps, maman. Elle s'était sur la main. Elle dit, je n'avais rien sur ma main. Regarde, aujourd'hui, je me lève là avec les griffes partout. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui... Ça passe, c'était 4 traits. C'est quelqu'un qui a griffé. Comme ça, elle me dit, maman, chaque fois, c'est comme ça. C'est alors là qu'elle me montre aussi les images. Parfois, c'est la cuisse, parfois, c'est son dos. Je dis, mais... Et mon téléphone s'est gâté parce que j'avais tous les images là dans mon ancien téléphone. Je dis, moi aussi, j'ai le même problème. Parfois, je dors, tu te lèves comme ça. Si l'eau ne te touche pas, tu ne vas pas sentir. Parce que c'est quand l'eau te touche là que ça... Un peu quand tu as une blessure sur le corps, après tu mets l'eau, ça chauffe un peu là. Elle me dit, donc toi aussi. Elle dit, non maman, ce sont les sorciers qui font ça. Comment toi-même tu expliques que tu dors la nuit comme ça, tu n'as rien, le lendemain tu te lèves avec les blessures. Mais elle m'a dit que la plupart du temps, chez elle, elle fait des cauchemars. Chaque matin, quand elle se lève, qu'elle a ça, elle a fait des cauchemars dans la nuit, qu'elle est en train de bagarrer. Finalement, ce sont les griffes là qu'on a laissées. Mais moi, je ne fais pas de cauchemars. Du coup, je ne sais pas. Elle m'a dit normalement qu'elle se lève comme ça. Elle se oint avec l'eau bénie. Elle se masse. Il y a le jujube, elle mâche un peu. Elle fait un peu les trucs. Elle verse ça un peu autour du lit. La prière et tout ce qui va avec. Du coup, moi, ça m'a vraiment intriguée. Ça m'a vraiment fait flipper. Moi, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient me griffer les nuits ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas si ça signifie quoi. Ça signifie quoi? Parce que moi, je ne fais pas des cauchemars. Et me lever comme ça, la première fois, j'ai vraiment eu peur parce que je ne comprenais pas. C'était un long trait qui quittait de mon cou jusqu'à mon dos, donc jusqu'au niveau du rein, là. Tout un long trait mince. Après d'autres, c'est comme si c'est la croix qu'on avait dessinée. Tu ne sais pas. Ça me stresse beaucoup. De temps en temps même, parfois je me lève là, c'est la cuisse. Cette chose-là, je ne sais pas. Si je sais vraiment pas ce que c'est. Mais elle m'a vraiment fait peur en me disant ça. Elle m'a dit non, ce sont les sorciers qui viennent te rendre visite la nuit et tout. Donc moi, je sais pas. Si quelqu'un a déjà eu à vivre ce genre de choses. Et s'il y a moyen de couper, parce que je ne sais pas trop ce que ça signifie. Est-ce que quand on te griffe comme ça, on retire des choses sur toi? Est-ce qu'on met des choses dans toi? Est-ce que... Donc, c'est un peu ça, ma petite histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker. Merci de m'aider, surtout à comprendre ce phénomène. Parce que jusqu'ici, depuis 2 jours, là, je ne suis vraiment pas en paix. Je suis très troublée. Merci à DMG. Voilà, prochainement pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Coucou DMG, comment vous allez? Vous allez bien? La famille DMG, j'espère que vous allez bien. DMG, merci beaucoup pour ce que vous faites. La famille DMG, likons, partageons, commentons, ça booste, ça donne encore de la force à la chaîne. DMG, aujourd'hui, c'est ma 3e histoire. Pas encore de diffusion, mais je l'espère bien. Aujourd'hui, je raconte une histoire, ma propre histoire.
J'avais entre 20 ans et 21 ans. Je venais à peine d'avoir le bac, tout et tout. Donc, en ce temps, je disais toujours, dès que j'ai le bac, là, je peux me permettre de mettre en relation. Moi-même aussi, quand j'aurai le bac, je vais goûter aux fruits de fondue, tout et tout. Et j'avais ma meilleure amie. À cette époque, c'était lorsque nous étions en terminale, elle avait déjà son petit ami, tout et tout. Et elle me disait, après le bac, elle me disait qu'elle a l'ami de son petit ami qui dit que je lui plais tout et tout. Donc, elle m'a mis en contact avec le gars, tout et tout. Ça allait. Le gars, c'était pas un jeune Ivoirien, c'était un jeune Nigérien qui vivait en Côte d'Ivoire parce que moi, j'étais à Abidjan et il était à Beaunois, au sud de la Côte d'Ivoire, une ville de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, le mec, lui, il était, comment je dirais ça? Un mécanicien apprenti. Donc, du coup, moi, j'étais là, j'avais commencé la relation avec lui, on s'appelait au téléphone. On se voyait peut-être 1 ou 2 fois par mois, j'allais dans sa ville. Et parfois, quand il avait le temps, lorsqu'il avait des courses à faire à Abidjan, lorsqu'il venait, il m'appelait, on se voyait. Et en ce temps aussi, j'avais commencé ma première année de BTS sur le tour. Donc, ça allait. J'ai fait 6 mois, 7 mois de relation et jusque-là, pas de rapport. Et je ne sais pas pourquoi, DMG, mais j'aurais pas ce sentiment-là d'avoir vraiment de rapport avec lui. Je sais pas. Et ça allait, le gars, il me mettait la pression quand j'allais, il me disait, ah, toi, quand tu viens, tu es quel genre de petite amie, on ne peut pas faire des trucs avec toi. Je lui dis, non, patiente-toi, je veux le temps, parce que moi, je sais pas encore, je ne sais pas comment m'y prendre, laisse-moi le temps, tout, tout, tout. Et il faut aussi suggérer qu'en ce temps, j'avais toujours le crucifix au cou. Ça, c'est une habitude que j'ai eue, d'avoir tout le temps le crucifix au cou. J'avais le crucifix et mon chapelet qui ne manquait jamais sur moi. Et le mec, quand j'allais chez lui, c'est-à-dire, je sais pas, c'est quand j'arrivais chez lui qu'il encensait sa maison, en fait. Et sa maison sentait de l'encens, mais c'était pas... Au fait, quand je rentre dans sa maison, j'avais tout le temps les mots de tête. Et je lui disais, mais je ne sais pas c'est quel encens est-ce que tu mets. Et ta maison ne sent pas bon. Il me dit, non, il met de l'encens. Parce que c'était un jeune musulman. Et il montait sur sa religion. Il me dit, non, il met de l'encens pour encenser sa maison, sachant que c'est les mauvais esprits et qu'on s'en mange. Je dis, ok, mais je n'aime pas l'odeur de ton encens. Je lui ai dit ça ouvertement. Après, je suis une personne, j'ai la langue bien pendue. Je lui ai dit, je n'aime pas ton encens. Il me dit, non, laisse tomber, tout. Tu vois, tu es habitué. Et comme ça, 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est-à-dire au 8e mois de la relation, j'allais, ce jour-là, c'était un dimanche, je devais aller voir mon pépé, je devais aller voir l'un de mes grands-pères, l'un des oncles de mon papa qui demandait à me voir. Il n'était pas loin de la ville du gars en question. Peut-être, on va dire, à 15 ou 20 minutes de là où il est. Donc, je l'avais appelé, je lui ai dit, ok, je passe par là. Et me retour, je vais pas voir l'un de mes pépés. Au retour, excusez-moi, je reviendrai chez toi te voir. Il me dit, non, bébé, descends un peu ici, on va se voir un peu. Même si tu fais 1 heure avant de continuer chez ton pépé, c'est rien. Descends, je vais nous faire à manger tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, après, il faut reconnaître que je ne suis pas le genre de personne qui aime manger la nourriture d'autrui. C'est un truc que je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'habitude. Si je me vois en train de manger la nourriture de quelqu'un ou chez quelqu'un, c'est que j'ai aidé en cuisine en train de faire. J'ai été présente lorsque la nourriture se fait. Dans les cas contraires, je ne mange pas. Même quand je vais dans les fêtes, si je n'ai pas participé au niveau de la cuisine, raison pour laquelle dans les fêtes, j'aime participer au niveau de la cuisine et je mange toujours ce que moi-même j'ai fait. Parce que je n'ai pas confiance aux gens. Ça, c'est une habitude. Donc, je pars et oui, je reste là. Et il faut reconnaître aussi quand j'allais parfois chez lui, il faisait à manger ou bien parfois quand j'allais, on faisait à manger à 2 et puis on mangeait. Mais ce jour-là, je lui dis, mais attends-moi, quand je vais repartir chez mon pépé, au retour, si je viens, on fera la cuisine tous les deux comme on a l'habitude de le faire. Il me dit, non, laisse, je vais faire à manger tout. Je dis, ok. Donc, moi, j'arrive, je descends là, le mec, il a fait tout, sauce crème, avec tous les animaux dedans, comme on le dit, avec du riz. Il me dit, on va manger. Mais dès que quand j'arrive, j'ai pas
C'est vrai, j'avais pas mangé à Abidjan avant de prendre la route, mais j'avais pas ce truc, ce sentiment-là. Rien ne me poussait à manger la nourriture. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Il me dit non, viens, on va manger. Je lui dis, ah, faut laisser. Oh, je pars chez le pépé, si je reviens, on mangera. Il me dit non, bébé, mange un peu avant de partir. Tu vas encore. Je lui dis non, laisse. Si je reviens, on va manger. Il me dit ok, j'insiste. Comme j'insiste trop, excusez-moi. Comme j'insiste trop, il me laisse. Je pars chez le pépé et je prends la route, je reviens. Je pars quand j'arrive chez le pépé, même j'ai même mangé chez le pépé tout. Donc je reviens. Quand je reviens, j'arrive chez lui. La nourriture est là, rien n'a bougé. Ça dit rien, rien n'a bougé. Et je m'assois, il me dit non, viens, on va manger. Je lui dis non, je n'ai plus envie de manger. Il me dit non, mais tu m'as dit si tu veux, on va manger ensemble. Je lui dis non. Mais quand je suis allée chez Pépé, la femme de Pépé a fait à manger et je ne peux pas refuser la nourriture d'une vieille personne, donc je vais manger. Il me dit, il rentre dans la cuisine, il me sort un verre de jus de bissap. Il me dit, tiens, tu bois. Je lui dis non, je ne bois pas parce que je n'ai pas soif. Il me dit non, donc aujourd'hui tu viens chez moi, tu ne veux rien manger, tu ne veux rien boire. Je lui dis non, je n'ai pas faim. Il arrive parfois que par moment, quand j'arrive ici, on fait à manger, nous deux, aujourd'hui, je ne veux pas manger, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Pourquoi je veux forcément que je mange? Il me dit non, je veux forcément que tu manges parce que je l'ai fait spécialement pour nous deux, je l'ai commandé. Je dis non, je ne mange pas. Il a commencé à tellement insister que je refais pas blague, je lui ai jeté au visage. Je lui ai dit, mais avec vous, le Nigérien, on ne sait jamais. Hein. J'espère que tu ne voulais pas m'envoûter. Hein. Il me dit, il se met en colère. Il me dit, ah bon? Tu me traites d'un sorcier. Ah bon? Donc, depuis que je suis dans la relation avec mon son de vue, je me traite de sorcier. Je dis, non, je ne t'ai pas traité de sorcier, j'ai juste blagué. Il me dit, donc, ça cause de ça que tu ne veux pas manger ma nourriture. Et il faut suggérer aussi que quand j'avais mon chapelet, j'avais mon truc au cou, il se plaignait tout le temps de ma croix et de mon chapelet. Il me disait pas toujours quand tu viens, mais quand j'arrive chez lui tout le temps, il se plaignait toujours. Je me dis, mais pourquoi toi tu as toujours le crucifix au cou et tu as toujours le chapelet en milieu? C'est une habitude qui est restée comme ça. Donc, il se plaignait, mais moi je le laissais passer. Et quand je lui parlais, il me dit non, c'est une manière de te blaguer, une manière de plaisanter avec toi. Ok. Donc, ce jour, DMG, je reviens au faire. DMG, ce jour, il s'est énervé, il s'est mis dans une colère noire. Et moi, je pars chez moi. Il me dit, mais tu as dit que tu voulais dormir. Je dis, je ne dors plus. Il me dit, ah bon? Je dis, je ne dors plus, monsieur. Je vais rentrer. Mon père est chez lui. Donc, si je vais dormir chez mon père, je ne vais pas dormir chez mon père. Il me dit, ah bon? Donc, c'est comme ça. Et si tu sors d'ici, tu verras. Je dis, il faut aussi suggérer, quand j'étais venue le matin, à la première fois avant de partir chez mon pépé, il avait mis l'encens. Et quand je l'avais appelé pour lui dire, je suis en train de venir, il avait encore mis cet encens-là, qui me donnait même les mots de tête, même lorsque j'étais avec lui en train de discuter. Et j'avais même le vertige d'MG. Ce jour-là même là, ou ce soir-là même, on discutait, j'avais le vertige d'MG, mais je ne sais pas, j'avais cette force-là de vouloir sortir de sa maison. Le truc me retenait de rester, mais je m'étais levée, c'est-à-dire j'étais assise dans la chaise, je me suis levée avec une force, malgré que j'avais le vertige. Je lui ai dit, moi je pars. Il me dit, si tu sors d'ici, tu verras. Je lui ai dit, je m'en fous, fais ce que tu veux. Mais mon Dieu qui est là-haut là, ne va pas te permettre ça. Et toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et je suis sortie de là. Mais DMG, quand je suis sortie de là, je te dis que je ne me sentais du tout pas bien. Ça n'allait pas chez moi. Et c'est même un jeune qui m'a vu en route, il m'a dit, ma chérie, tu as quoi? Je lui ai dit, j'ai juste le vertige. Il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, je vais à Abidjan. Il m'a dit, hé, Abidjan, à 18h, toi tu pars à Abidjan, toi tu vas retourner à quelle heure? Et tu vas arriver là-bas à quel temps pour moi? Il a dit, ah, mon frère, c'est sûr, moi je vais prendre un taxi pour arriver à la gare de Benoît. Je vais prendre mon taxi pour rentrer. Le gars dit, ok. Donc c'est comme ça, le jeune a cherché un taxi pour moi. Et dans le taxi, là, j'avais des mots de tête. J'avais comme l'impression qu'on jouait le tam-tam dans ma tête. Et j'avais vertige. J'avais envie de vomir. J'avais tout en même temps, en fait. Je ne me sentais pas bien. J'avais comme l'impression que mon âme sortait de mon corps. Je ne sais pas. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée à la gare. J'ai même pris le chauffeur, même le taxi qui m'a aidé, même qui m'a envoyé jusqu'à me faire rentrer, m'aider à monter dans le car. Et je suis montée dans le car, je priais, je faisais ma miséricorde, je dis Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je demande pardon pour toutes les fois où je me suis détournée de toi. C'est-à-dire, je priais même DMG, toutes les prières. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée à la gare,
à Djamé. Quand je suis arrivée à Djamé, il fallait que j'emprunte encore pour aller dans ma commune. Et j'avais un ami, dans ce temps-là, un ami du quartier qui travaillait à Djamé. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, est-ce que tu pars à Cocody? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, pardon, je te demande pardon. En allant là, est-ce que tu peux me prendre dans la gare de Bonois, ici où il y a les cars de Bonois gare là? Je suis là, je t'attends. Tu vas me déposer chez mon père à la maison. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le mec, il me prend et il me dépose. Et quand j'arrive à la maison, le gars, même, c'est lui-même qui m'a aidé à rentrer. Dieu merci, mon papa n'était pas à la maison. Parce que mon papa, il allait me gronder parce que je suis rentrée même tard. Et c'est ma marade, Dieu merci, ma petite maman, la femme de mon père, que j'aime tant, qui était à la maison, qui m'a vu, elle a commencé à paniquer. Elle me dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Avec la petite force que j'avais, je lui ai expliqué le truc. Parce que mon papa ne connaissait pas le mec, c'est la femme de mon papa, ma petite maman qui connaissait le mec. Donc à elle, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, je t'ai toujours dit, oh, moi, la Nigérie, là, moi, j'ai pas confiance en eux. C'est ce qu'elle m'a sorti. Mais elle m'a dit, couche-toi. Je me suis couchée, elle a pris de l'eau bénite. Elle m'a frotté sur tout le corps, sur le front. Elle a mis de l'encens, elle a encensé la maison. Elle a commencé à prier, prier DMG. Je te dis, je n'ose même pas imaginer combien de fois la dame l'a prié. Elle a prié, prié. Et après, moi, je ne sais pas, je me suis endormie. DMG. Hey, je me suis endormie là. Au cours de la nuit, je fais un cauchemar. J'avais l'impression que, c'est-à-dire, dans le cauchemar, les gens, le mec était avec peut-être trois gens, 3 jeunes. Les gars me poursuivaient avec une machette. On veut ta tête, on veut ta tête. Je dis, hé, DMG. Je me suis levée en sursaut. J'ai commencé à prier en pleurant. La femme de mon papa m'a entendu. Elle est sortie, elle est venue, elle me dit, il y a quoi? Je lui ai expliqué le rêve. Et elle a commencé à prier. Elle me dit, lève-toi, on va prier. Et comme c'est une personne qui était en de bons thèmes avec ma maman, ce jour, on a prié. Le lendemain matin, comme ma maman, elle avait tendance à m'appeler 2 fois dans la semaine pour prendre de mes nouvelles, savoir comment est-ce que je vais spirituellement, comment est-ce que je vais physiquement, parce que elle aussi, dans sa famille là, parce qu'elle est un côté ivoirien, un côté béninois, et comme elle vivait au Bénin, elle n'avait pas vraiment confiance à ses parents du côté d'Abidjan. Donc du coup, elle m'appelait tout le temps pour prendre de mes nouvelles. Et pour prendre mes nouvelles, et physiquement, spirituellement, est-ce que je fais des trucs, parce qu'elle n'avait pas confiance en ses parents côté maternel et au nom. Elle m'appelait. Elle faisait même, j'allais tout le temps en vacances là-bas quand j'étais encore en Afrique, j'allais en vacances, je rentrais tout le temps à Cotonou. Et comme elle est chrétienne céleste, elle faisait tout le temps des visions pour moi, de savoir ce qui ne va pas, de faire des prières pour moi, de m'éloigner de tout ce qui est mauvais tout autour. Donc, quand la femme de mon papa l'a appelé, la femme de mon papa lui a expliqué le truc, elle a dit à la femme de mon papa, il faut donner le téléphone à ton enfant, je veux lui parler. Elle prend le téléphone, ma petite maman prend le téléphone, elle vient me donner, me dit, il y a ta maman qui veut te parler. Je prends le téléphone, ma maman me gronde correctement. Elle me dit, je t'ai dit une fois, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas t'allier à ces gens-là. Et j'ose imaginer que ta maman avec qui tu vis, t'en as parlé, mais comme tu es têtu et que tu es dur d'oreille, tu veux forcément voir le fond du truc qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Voici. Mais elle m'a dit, ok, passe-moi ta maman. Et apparemment, elle a dit à ma maman, ma petite maman, priez de votre côté. Moi, j'irai sur ma paroisse, j'irai voir les visionnaires de ma paroisse et autres. On va voir ce qui ne va pas. On va aussi faire des prières et autres. Donc, la femme de mon papa et moi, ma petite maman et moi, on reste là. On prie, on ne ratait même pas les messes de 19h, les miséricordes de 15h, les miséricordes de 21h. C'est-à-dire, on priait pendant... Et j'ai fait 2 semaines parce que je devais commencer le cours. J'étais à la première année de BTS. Je ne pouvais pas aller à l'école 2 semaines à la maison. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas l'appétit. Et mon père lui disait, envoyez l'enfant à l'hôpital. Et ma petite maman disait, on ne veut, laisse l'enfant ici, on va prier. Mon papa lui se plaignait, il disait toujours, comme c'est une personne aussi qui n'allait pas à l'église, lui disait toujours, c'est quelle manière de croire en Dieu sans envoyer un enfant à l'hôpital, de tout. Et que si l'enfant, quelque chose arrive à cet enfant dans cette maison ici, je te tiens pour responsable, ainsi que sa maman du côté du Bénin. Et la femme de mon papa, elle ne l'écoutait même pas. Les soirs, par exemple, elle prend le taxi, elle me met dans le taxi, elle me dit, mon enfant, on part à la messe seulement, on part à la messe, on reste là-bas. Quand les mercredis, là, on restait là-bas, on fait les processions du Saint-Sacrement, on s'assoit, comment dirais-je même,
au sanctuaire, on s'assoit où il y a la possession de ces sacrements-là. On s'assoit là-bas, on s'assoit, on prie DMG dans la prière. Ma maman aussi, de son côté, elle est partie faire la vision. On lui a dit que le gars, lorsque j'allais chez lui, lorsqu'il mettait l'encens, il était en train de prendre possession de mon âme. Je me dis, DMG, imagine, premier gars tu vas avoir, c'est le premier gars-là qui veut te sacrifier comme un mouton. Que l'encens qu'il met, c'est une manière de prendre parce qu'il est parti vérifier. Et apparemment, il voulait me sacrifier pour avoir de l'argent, pour faire des rituels, au fait. C'était moi qui était son mouton de sacrifice. Et donc, du coup, il a vu, apparemment, on lui a dit que j'ai une grande étoile. Donc, du coup, comme il ne sait pas s'il avait eu des rapports sexuels avec moi, il allait voler mon étoile. Et mais comme je refusais toujours d'avoir des rapports sexuels avec lui, c'était le moyen le plus simple possible de pouvoir me sacrifier. Donc, il fallait que je mange cette nourriture-là. Si je mangeais la nourriture, il m'envoûtait là, ce même soir-là. Il partait donner ma tête, il coupait ma tête pour aller faire ces rituels sataniques là. C'est comme ça, ils ont dit à ma maman, ils vont faire un retour à l'envoyeur. Ma maman aussi, la femme de mon papa aussi, et le monde, nous sommes partis voir un prêtre d'exorcisme sur ma paroisse, nous sommes partis. Ma maman aussi a dit à ma petite maman, allez-y voir un prêtre d'exorcisme sur la paroisse, allez-y aussi. Parler de ça, le prêtre d'exorcisme, ils vont la suivre, on va faire des trucs parce que le fait qu'elle ait aspiré l'encens du gars, c'est ce qui fait qu'elle ne se sent pas bien parce que c'est maintenant qu'ils sont en train d'agir sur le DMG. C'est comme ça. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. DMG qui a dit que Dieu n'est pas fort. En intervalle de 2 semaines, 3 semaines, moi je me suis remis sur pied DMG. Et apparemment, on a fait c'est-à-dire, ma maman elle a fait un retour à l'envoyeur de son côté, la femme de mon papa et moi aussi de notre côté. Le prêtre exorciste, on a fait des retours à l'envoyeur, il a donné des prières, des psaumes qu'il fallait que je fasse. Je me lave avec le feu du Zop et autres. Je me suis remis sur pied. Dieu me faisant grâce, ça a commencé à aller chez moi. J'ai retrouvé même ma joie de vivre et autres. Et j'en ai même parlé de ça à ma meilleure amie. Parce que ma soeur qui m'a mis en contact avec lui, lorsque je lui ai dit ça, comme elle sortait avec l'ami aussi du gars, automatiquement elle a pris peur, elle a rompu avec le gars, elle a expliqué ça à sa mère. Ta maman aussi, ils se sont mis en prière là-bas pour dire, si c'est arrivé à ta copine, on ne sait jamais. Donc c'est comme ça. Le gars, j'ai quitté chez lui, le gars ne m'a plus jamais écrit, il ne m'a plus jamais appelé. DMG, je reste là, on commence, je crois 2 ou 3 mois après, mon amie là, elle m'appelle, elle me dit que Fanny, tu es à la maison, on va dire ça, si je me donne un nom comme ça, Fanny, tu es à la maison. Je dis oui, je suis à la maison. Elle me dit ok, il y a telle personne qui veut venir te voir, il y a mon copain et puis telle personne, on va dire Eric, avec ses parents, plus mon copain qui disent qu'il veut connaître chez toi. Je dis pourquoi? Depuis tant de mois, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il veut connaître chez moi? Elle ne sait pas, moi. Le Eric, on va dire le gars qui voulait me sacrifier ne supporte pas bien quand il le voit. Je dis moi c'est pas mon problème, il n'arrive pas chez moi, hein. Personne ne vient chez moi, d'ailleurs mon père n'est pas là, donc personne ne vient ici. Et je dis puis je ne reçois personne, donc un couple, elle rappelle et c'est le père du jeune Eric en question qui parle, qui dit non ma fille tu sais, et moi-même avant de prendre le téléphone je dis sang de Jésus d'abord, c'est un DMG. Je reste là, je prends le téléphone, je mets sur le parleur, je ne mets même pas sur mes oreilles. Il me dit non, ma fille, on voulait voir ton père, tout. Moi, je dis ok, vous me laissez, je vais parler de ça à ma petite maman et puis je vous reviens. Donc, je lui parle de ça. Elle-même, elle est dans une colère tellement noire. Elle me dit ok, on va les recevoir. On les reçoit parce que mon papa n'était pas au courant de l'histoire. On les reçoit. Moi, j'étais là, j'étais assise là. Le papa est venu parler pour dire non, c'est une histoire que lui veut vraiment voir le chef de famille et tout. Ma petite maman dit mon mari n'est pas là. Donc, soit vous attendez lorsqu'il va revenir. Vous partez, vous revenez dans une semaine. Ils sont partis. Je sais pas, quelques jours après, ils sont revenus. Mon papa était là. Et moi, j'étais assise dehors quand je les ai vus venir et le gars, il était tellement mal en point d'âme, je ne sais pas. Le gars, ça lui restait seulement sa tête, il avait une grosse tête. Et sa peau avait collé, j'avais comme l'impression que sa peau collait sur ses os. En intervalle de 2 mois, je ne sais pas. Le gars avait maigri, je ne sais pas.
Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, on reste là. Moi, j'étais là. Quand je les ai vus passer, moi, j'ai dit, moi, je n'assiste pas à cette réunion-là. Moi, j'étais assise, ils sont rentrés, ils ont parlé avec mon père. Et il y a mon frère qui sort, qui vient, qui me dit, il y a papa qui t'appelle. Je dis, OK. Moi, je rentre, je m'assois. Il y a le papa qui prend la parole. D'abord, mais la maman était là. Et le papa qui prend la parole, qui s'explique, qui dit non, tu sais, dans la vie, on fait des erreurs, que mon enfant a fait des erreurs. Et mon papa, lui, au départ, lui disait, c'est quelle erreur que ton enfant a fait. Et le papa, lui, ne disait pas d'abord. Et comme le papa m'a dit, moi, je dis au papa, là, j'ai dit, vous allez m'excuser, mais si votre fils a fait une erreur, je pense que c'est à lui de s'exprimer et de s'expliquer. Donc, c'est comme ça, il s'est expliqué tout. Il a pris la parole, il a parlé et après, il a dit non, du genre, c'était une histoire d'argent, il voulait sacrifier, je sais pas, tout, il voulait sacrifier, qu'il voulait avoir de l'argent, tout, qu'il voulait sacrifier quelqu'un. Donc, en gros, c'était moi qui étais la proie. Et donc, c'est comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, tout. Mon papa, lui, il a dit seulement que, il a dit, le mal qu'on fait là, ça finit toujours par retomber sur celui qui a fait le mal. Donc, il ne regarde que ce qu'il a sémé. Donc, c'est comme ça. Moi, ma marade, elle était là, elle disait toujours, dans son cœur, c'est après, elle disait, moi-même, ça va à quel point je suis contente de ce qui arrive, tout. Donc, moi, ma marade, et mon papa lui l'a dit, en tout cas, lui, il n'est pas, comment on appelle ça, je vais dire ça comment. Il n'est pas témoin, il ne savait pas, c'est maintenant qu'il entend parler de cette histoire, mais ils vont appeler ma maman et puis ils vont lui expliquer. Donc c'est comme ça, on appelle ma maman, on lui explique que ma maman est dans une colère noire. Et elle a dit, moi je pardonne, moi on a juste fait des prières pour faire un retour à l'envoyer. Donc à ceux qui s'aiment ce qu'ils récoltent. Donc DMG, c'est comme ça que, après je crois j'ai appris quelques temps après que le gars est devenu fou, je pense. Il est devenu fou et puis bon, c'est comme ça la vie. Donc c'est à dire, aujourd'hui on ne fait confiance à personne et puis il faut vraiment se méfier des gens. Il faut avoir vraiment une vie de prière. Si tu attends Dieu, il faut vraiment l'attraper, avoir une vie de prière et surtout écouter les prières, les conseils de nos parents et surtout aussi, lorsque quelque chose ne va pas, d'expliquer aux parents. Parce qu'avec la prière des parents aussi, on est épargné de beaucoup de choses. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour DMG. Bonjour également à tous les auditeurs de DMG TV. Je salue tout le monde et plus précisément, je vous salue aussi DMG. Je vous suis il y a presque 2 ans aujourd'hui, mais je n'ai jamais raconté d'histoire. Aujourd'hui, je me suis décidé de raconter ma petite histoire dont ma mère m'a raconté. Bien avant d'abord, je tiens à vous remercier pour cette émission, car c'est grâce à cette émission que j'ai eu conscience de ne pas m'introduire dans un truc, secte aveuglement. Et c'est en suivant votre émission que j'ai pris conscience. Donc, bien avant, je vous remercie pour cela. Donc, je vais passer à l'histoire. Voici l'histoire. C'était l'histoire de 2 amis dans un village, plus précisément au Cameroun. C'est ma mère qui me raconte cette histoire. Un prêtre et un paysan, ils étaient des amis. Et ce paysan était un croyant. C'était un croyant. Chaque fois il allait à l'église, il pratiquait du truc, tout, la religion quoi, je veux dire. Bon, un jour, en allant au champ, dans son champ, en défrichant son champ, il découvre une mallette sous le sol, une mallette en métal. Donc, il se décide d'ouvrir cette mallette. Il trouve que dans la mallette,
Il y avait une forte somme d'argent dedans. C'était rempli d'argent. Une grosse mallette en métal remplie d'argent. Maintenant, il décide de retirer la mallette et puis le garder secrètement, de ne dire à personne. Il allait confier la situation à son ami prêtre et lui dire que j'ai ramassé une mallette pleine d'argent dans mon champ. Donc, je suis venu chercher conseil auprès de toi. Étant prêtre, le type lui demande s'il n'a raconté à personne. Il dit non. Il dit donc maintenant de laisser cette affaire comme ça, de ne dire à personne. Il va en trouver une solution. Entre-temps, le prêtre est allé acheter une machette toute neuve. Il l'a limée très bien. Il dit bon, maintenant, le prêtre dit à son ami paysan que demain, on se retrouve au champ. Donc, je vais voir, puis je dois bénir l'argent. Parce qu'on ne sait jamais quoi. Bon, tôt le matin, quand ils sont partis, le prêtre est allé l'attendre, s'est caché pour l'attendre. Bon, directement, quand le paysan est arrivé, le prêtre, le paysan venu, il a sorti l'argent. Au moment d'ouvrir le truc, la mallette, le prêtre est venu lui couper la tête. Il est décédé. Directement, le prêtre a remporté la mallette avec lui. Il est parti avec la mallette. Là, les gens sont les villageois en passant, ils ont vu le type jaillir dans le sang, il est décédé. Ils sont accourus, aller au village, appeler les villageois. À l'arrivée des villageois, bon, ils trouvent que le type est mort. Ils ont pris le type, ils ont allé déclarer. Bon, je ne sais pas si les policiers ou les gendarmes qui sont venus faire les investigations, ils ont fait l'enquête. Bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont partis, ils ont donné l'ordre de faire l'enterrement. Maintenant, ils ont tout fait, les trucs, ce qui va avec. Bon, ils ont fait la veillée et autour, vous savez, dans les villages. Ils font des veillées, ils dansent, ils font des trucs, la fête, quoi. Maintenant, le jour de l'enterrement même, ils ont fini de creuser la tombe. Donc maintenant, comme le prêtre, il est le prêtre du village, c'est son ami aussi. Ils ont mis le corps dans le cercueil, arrivé auprès de la tombe. Donc ils vont l'enterrer. Bien avant l'enterrement, ils ont dit au prêtre de prier sur lui. Le prêtre vient, il commence à prier, il prie. À un moment donné, le cercueil bondit du sol, il se pose sur l'épaule du prêtre et puis il s'envole. Ils sont partis. Tout le monde est stupéfait. Les gens regardent. Le cercueil et le prêtre sont en train de partir, jusqu'à disparaître. Ça a étonné tout le monde au village. Bon, c'est plus tard qu'ils ont découvert comment ça s'est passé. Donc, moi, mon idée dans cette affaire, je pense que dans la vie, si quelqu'un te fait confiance, n'essaie pas de le trahir. Donc vraiment, le prêtre a très mal fait. Et puis de ne pas aussi faire confiance à n'importe qui. Surtout en matière d'argent. Ce n'est pas facile. Donc c'était comme ça que l'histoire est terminée. Donc je vais dire à tout le monde de liker, partager, ainsi de suite. Merci DMG. Je vous encourage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous et à tous. Alors, je parviens vous raconter mon histoire choquante que j'ai moi-même vécue. C'est-à-dire, c'est moi-même qui suis la principale dans cette histoire. Voilà. Et je tiens à dire que je suis en Côte d'Ivoire et je fais un coucou à nos amis de Côte d'Ivoire. Alors, mon histoire a commencé en 2022, disons, où j'ai eu mes 18 ans, j'étais contente, je faisais la vie et tout. À mes 18 ans, j'étais très belle. Je suis très belle. Avec le teint qui prend actuellement, c'est-à-dire le teint clair, qui tient un peu sur métisse. Et la forme qui va avec. J'avais tout ça. Donc, je me sentais parfaite, disons. Et partout où je partais et où je passais,
personne ne me résistait, c'est-à-dire on me draguait seulement. Je me rappelle bien, une fille m'avait invité dans son église et même le pasteur était venu me dire qu'il aimerait faire de moi sa femme. Mais à 18 ans, je n'ai pas envie de me marier, je n'ai rien goûté à la vie d'abord. Je lui ai dit que je ne suis pas encore prêt. Et il a abandonné ce sujet, disons. Et partout, quand je passais, comme je disais, on me draguait ici, on me draguait là-bas, on me draguait aujourd'hui, on me draguait demain. On me draguait constamment. Même quand j'étais avec je partais saluer les amis de mon papa, ils me donnaient à leur enfant, mais eux-mêmes, ils me faisaient des avances. Ça veut dire, même quand j'étais à l'école, même là, on me draguait seulement. Même dans Bleu Blanc, on voyait mes formes, vu que mes formes étaient bien et mon teint aussi. J'ai les grands yeux, donc franchement, j'étais belle. Donc, je suis belle. Plus rien dit, j'étais. Et je continue mon histoire. C'est comme ça qu'un jour, mes camarades m'ont invité au restaurant. Nous sommes allés, on a mangé et on a parlé. En ce moment, mes deux meilleures amies, en ce moment, elles étaient en couple et moi pas. Elles m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit que je ne suis pas encore prête à me lancer dans la vie de couple, vu que j'ai beaucoup été déçue. Elles disent que mais t'es la plus belle de nous toutes. Tu peux même t'arrêter devant le président, même il va te draguer. Que pourquoi tu fais ça? Je leur ai dit que c'est pas la beauté extérieure qui compte, mais plutôt la beauté intérieure. Elle me dit, oh, quitte là-bas. Toi, tu as dit que tu es voyante, toi, tu as dit que tu es voyante. Et puis, bam, on a commencé à se chamailler. Et après, on a pris ça en la rigolade. Et chacun est rentré chez soi. Arrivé à la maison, quand je rentre, parce que j'étais sortie depuis 7h du matin, je suis rentrée à 22h. Quand je rentre, je vois plus de fauteuil, je vois plus de télé, je vois rien dans la maison est vide. J'essaie de demander à maman, elle me dit, va plutôt demander à ton bâtard de père. Maman qui traite mon père de bâtard, c'était une première. J'étais grave choquée, donc j'ai demandé à mon frère. Il me dit que non, on a appelé à la maison ici pour dire que mon papa a fait détournement des fonds, donc ils l'ont arrêté. Ils sont venus tout prendre dans la maison. J'ai touché mon cœur, j'ai commencé à pleurer. Je tiens à signifier que mes deux amies, elles étaient d'une famille très très pauvre. C'est grâce à moi qu'elles mangeaient. Jusqu'à maintenant, je les ai élevées et elles ont eu des chéris qui s'occupent d'eux. Et c'est elles-mêmes qui m'ont invité au restaurant. Donc quand je suis venue à la maison et puis j'ai appris tout ça, j'étais choquée. De riche à pauvre, j'étais devenue bizarre même. Quand on me parle, je n'ai même pas envie de répondre. J'étais devenue bizarre. Moi qui aimais bien m'habiller chaque jour, maintenant c'était avec les pagnes que je traînais au quartier, tellement que je ne croyais pas. Et un jour, on a fait une visite familiale à papa. Il dit que non, c'est une erreur. Il dit, papa, mais explique si c'est vrai là. Il faut dire. Et puis, il dit, ma fille, tu as toujours voulu être avocate, non? Et je dis, oui, papa. Il dit, donc, devine. Il dit, mais papa, comment je peux deviner vu que je ne connais pas les faits? Et puis, il n'a pas envie de trop parler. C'était une goutte d'eau de trop pour moi. Donc, je suis sortie même de la prison. Je suis sortie. Et je suis venue chez moi. Je rappelle que je suis à Abidjan, Williamsville. Je suis venue chez moi, à la maison, avec la maison de mes parents, disons. Et puis, quand je suis venue, il y a ma camarade qui m'appelle que « Allô, bébé ?» Et je dis « Ah, je ne suis pas d'humeur. » Elle dit « Il y a quoi ?» Je lui ai expliqué tous mes problèmes. Elle dit « Eh, désolée. » Donc, tellement que j'étais contrariée, tout mon argent, j'avais mis de côté. J'ai dit, je vais inviter mes copines, on va partir dans un vrai bar où les vrais hommes vont nous draguer. Et je vais avoir de l'argent pour subvenir les besoins de ma famille, vu que j'étais la plus grande. Je suis la plus grande, disons. Donc, ce jour-là, je mets une de mes plus belles robes, je sors. Maman me demande où je vais. Je n'ai même pas le culot de répondre, tellement que je suis dépassée par son comportement, parce qu'elle ne soutenait même pas du tout papa. Non, j'étais découragée, je suis sortie. Je suis allée voir mes copines. Nous sommes allés dans un vrai bar à Angry. À Angry, c'est une commune, c'est un quartier de Cocody, à Abidjan ici. Nous sommes allés, on est assis, on boit et tout. On me dit, tout le monde dans le maquis veut s'adresser à moi.
parce que je suis belle. Ils viennent vers moi. Donne-moi ton numéro. Je vais te voir. Je vais payer ta table. Donne-moi ton numéro. Tout ce que vous buvez, c'est combien? Genre, disons, ils ont payé même plusieurs champagnes. Il y avait les chichas et tout. Les chichas, c'est comme les cigarettes, là, les fumées qui sont dans les trucs. Ils ont acheté tout ce qu'on voulait, moi, mes camarades. Mais il y a une fille qui est sortie d'une voiture très remarquable. Une voiture même dernier cri. Elle est sortie de la voiture, elle est rentrée dans le balafi là. C'était la seule fille que je croisais jolie que moi. Désolée, mais je suis très belle. Et à l'époque, j'étais plus. C'est la seule fille que je croisais jolie que moi, qui détenait les regards plus que moi. Donc elle me voit, elle écrit son numéro sur un papier et puis elle me donne. Et elle me remet la somme de 50 000 pour mon transport. Ma camarade me chuchote à l'oreille, c'est une lesbienne, c'est une lesbienne, c'est une lesbienne. Mais je la regardais tellement, elle était belle et j'étais étonnée de voir une fille belle à Abidjan, plus que mon pays. Waouh! J'étais belle en ce temps-là même. Et puis j'avais les habits, les parfums. Mes parents étaient riches. Bon, au passé, ils étaient riches. Donc j'avais tout ce que je voulais à ma disposition. Donc je m'entretenais plutôt pas mal. Et un jour, c'est là que mon karma a commencé. Une semaine passée, j'appelle ma fille. Coucou, comment tu vas? Je vais bien, c'est qui? Je dis, c'est la jeune fille que tu as trouvée au bar. Elle me dit, oh ok, t'es très belle. Je dis merci. Elle me dit, on va causer sur WhatsApp vu que je n'ai pas envie. Je dis, ok. Je lui envoie ma photo sur WhatsApp. Elle m'envoie sa photo sur WhatsApp. Elle me dit de venir la voir chez elle. Je lui ai dit, elle habite où? Elle me dit à Bassam. À Bassam, c'est une ville de Côte d'Ivoire dotée d'une plage. Je vois une maison toute blanche. Waouh, quelle belle maison. Une grande maison comme ça. Et puis elle est seule avec son gardien et sa servante. Quand je rentre, je lui dis comment tu as eu tout ça. Et moi, je suis très curieuse à vrai dire. Donc je lui dis comment tu as eu tout ça. Elle me dit que non, mes parents ne sont pas ici. Elle me ressemblait à une chinoise. Donc quand elle m'a dit qu'elle est chinoise, j'ai rien vu dedans vu que j'ai rien vu de mal à ça vu qu'elle ressemblait à les chinoises. Elle me dit qu'elle est chinoise. Son papa est ministre, son papa est ex-ministre, disons, de Chine. Elle m'a même montré sa photo, il se ressemblait très bien. Elle m'a demandé de ne pas parler d'elle, que ses parents la recherche s'est échappée. Elle m'a raconté son histoire, j'ai eu des larmes aux yeux. Elle m'a parlé, tout ça. On a causé, tout ça. Elle me dit, tu sais quoi, je connais ton problème. Je lui ai dit, je t'ai pas dit que j'ai un problème. Comment tu peux dire que tu connais mon problème? Elle a dit, oui, je connais ton problème. Que ton papa est dans la diff. Elle a commencé à parler de toute ma vision. On est devenu pauvres tout d'un coup. Elle a commencé à parler. Je lui ai dit, comment tu sais ça? Elle me dit, non, c'est une voyante. J'ai dit, comment tu es une voyante? Elle me dit, non, elle voit depuis toute petite. C'est quelque chose qu'elle a hérité de sa grand-mère, que sa grand-mère est africaine. Elle m'a parlé. Donc, j'ai commencé à pleurer quand elle m'a parlé de l'histoire de mon père. J'ai pleuré. Elle m'a dit que mon père est vraiment coupable de ce qu'on l'accuse. Que c'est dans ça, il est parti en prison. J'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit ne pleure pas. Qu'elle va me faire gagner de l'argent coûte que coûte. Je lui ai dit merci. Et en allant, elle m'a donné la somme de 1 million. Je dis bien 1 million. Quelqu'un qui m'a vu 2 fois dans la vie. Elle m'a donné la somme de 1 million. Moi, je ne suis pas bête. Je lui ai dit non. Comment tu peux me donner 1 million en même temps? Que moi, mais je sais que dans la vie ici, on fait rien pour rien. Elle dit que oui, je sais qu'on fait rien pour rien. La raison pour laquelle je t'ai donné 1 million, c'est pour que tu travailles pour moi. Je lui ai dit, tu fais quel travail? Elle dit que quand tu vas revenir la prochaine semaine, je te le dirai. Je dis ok. Comme je disais, j'avais 2 meilleures copines. Quand je leur ai dit ça, elles ont aimé la fille en même temps. Puis mes copines, elles étaient très pauvres. C'était leur gars qui donnait un peu d'argent à leur famille. Donc quand je leur ai montré les 1 million, elles étaient choquées. Moi-même, mes parents avaient l'argent, mais attraper une somme d'1 million comme ça, qui m'appartient à moi, je n'ai jamais fait ça. Donc elle m'a donné 1 million, mais ici, venu, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a donné 100 000 à mes 2 amis, elle a donné 500 000 à maman, et puis le reste, c'est gardé pour moi. Je me suis acheté des habits, vu que c'était mon quotidien. Et j'ai mis 100 000 sur mon téléphone pour changer. Maintenant, quand je suis allée là-bas la semaine prochaine, elle m'a demandé si je veux venir avec mes copines. J'ai dit oui, elle est de venir avec mes copines. Et je suis allée avec mes copines. Elle dit que non, c'est pas son papa
qu'elle m'avait montré sa photo, que les gens lui ont dit, il la ressemble. Donc c'est à cause de ça, elle a menti que c'est son père. Il lui a dit, mais donc tu fais quoi dans la vie? Elle dit qu'elle n'est pas humaine, que c'est une sirène des eaux, que elle est reine là-bas, que sa maman était reine, sa maman vient de décéder, donc elle est reine, qu'elle est venue sur la terre pour, elle est venue sur la terre pour chercher de nouvelles sirènes, qu'elle a besoin de 10 sirènes, elle en a déjà eu 7, il reste 3, et elle nous croit bien pour faire ça. Je lui ai dit que non, moi je peux pas. Je vais plus à l'église, c'est vrai, mais je peux pas. Elle dit que c'est toi-même qui serais, genre, elle me dit que c'est moi-même qui serais la princesse. J'ai dit, mais princesse comment? Elle dit, pardon, ne me refuse pas. Pardon, ne me refuse pas. Moi aussi, je suis quelqu'un, je suis curieuse. Je veux découvrir tout ce qui se passe. Et mes camarades, dès qu'elle a dit ça, ils ont accepté vite, vite. Donc, c'était moi qui faisais la grande bouche. Donc, la fille en question me dit elle me dit de me déshabiller avec mes camarades. Elle va voir notre corps. Déshabiller devant femme, c'est quoi? Nous sommes déshabillés. Elle a regardé notre corps et elle nous a massé. Et puis elle dit, on va se trouver 2 fois plus belle qu'avant. Elle dit que moi, je suis déjà belle, donc je me trouve 1 fois plus belle qu'avant même, 2 fois plus belle qu'avant même. C'est pas mon problème. Elle dit, non, tu verras, non, tu verras. Matin, quand je me suis réveillée, quand j'étais claire, je dirais que c'est métisse, mais j'étais pas métisse. C'était comme si j'étais devenue métisse. Mes cheveux sont devenus longs, très très longs même. C'est vrai, j'avais belle forme, mais mes reins n'étaient pas si petits que ça, mes reins sont devenus plus petits. J'avais de grosses fesses, mais mes seins n'étaient pas trop gros. Donc elle a gros, je sais pas, mais si on grossit, mon ventre est devenu plein. Et puis toutes mes taches qui me dérangeaient ont disparu. J'avais une dent cassée derrière là. Je sais pas, ça a disparu. Je suis devenue très belle. Quand je suis sortie de la chambre, maman dit la plus belle. Qui était coûteuse comme ça. Puis j'aime toutes les filles se sentir belles. Et c'est dans ça que j'ai tout de suite accepté. Je voyais un message, j'ai tout de suite accepté. Et à minuit, je vois que je me transforme. Je me suis transformée en hibou. J'étais bizarre. J'ai cru que j'allais rester comme ça. J'ai eu peur. Et j'ai volé, je me suis retrouvée devant la mer de Bassam avec mes 2 camarades aussi. Et nous sommes retransformés en humaines. Mais quand nous sommes retransformés en humaines, nous étions nus. Et puis j'ai vu la fille. Elle nous dit, il ne faut pas, on va avoir peur, qu'elle veut nous faire tester son monde. On dit, ok, nous sommes rentrés dans l'eau. Je ne croyais pas nos têtes rentraient, mais on respirait dans l'eau. On a vu une maison là-bas. On a causé avec des gens. Moi, tout le monde m'aimait. Parce que je suis quelqu'un, même je ris dans la vraie vie. Donc là-bas, j'ai montré ce côté-là. Tout le monde m'aimait. Donc, chaque soir, on venait là-bas dans le monde spirituel. On venait là-bas. Et puis, pour devenir plus belle, on devait coucher avec les garçons qui n'ont jamais fait de rapport. Donc, moi, par exemple, je faisais ça avec les enfants de 14 ans. Et je devenais encore plus belle. Et j'avais plus d'argent. Mes camarades aussi, elles le faisaient avec les garçons qui sont puceaux. Et c'est dans ça, quand chaque jour on partait, les gens commençaient à m'aimer plus qu'elles. Et j'avais j'avais beaucoup de projets pour les sirènes, que ce soit les sirènes masculines ou féminines. Oui, bien sûr, il y a les sirènes masculines. Donc, ils ont dit, ils vont la déshériter, parce que moi j'étais princesse, ils vont la déshériter, moi, ils vont me mettre reine, c'est-à-dire je vais gouverner sur le royaume tout complet. Elle ne voulait pas. Elle était même jalouse de moi. Elle m'a dit que non, c'est bon, elle va me remettre comme avant. Elle va m'enlever ma beauté. Moi, je dis non, que non, je me plais dans ce monde. Elle ne voulait pas. Et c'est dans ça que moi et elle, la guerre a commencé. Quand j'allais là-bas, quand je rentrais dans l'eau, il y a des fois même je m'étouffais. Genre, il y a des fois je respirais pas dans l'eau et je sortais rapidement. Et comme j'étais devenue sirène, je savais très bien nager. Oh, avant là, si je rentre dans l'eau, je m'étouffe en même temps. Mais à cause d'elle, je savais très bien nager. Quand je rentre dans l'eau maintenant, il y a quelque chose qui m'étouffe. Donc les sirènes, la nuit, viennent dans mes rêves. Ils disent, pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens plus? Donc j'ai expliqué à c'est-à-dire la soeur de sa maman qui est décédée, de la reine qui est décédée, je l'ai expliqué. Elle m'a dit, ok, qu'elle va me donner quelque chose dans mon rêve. Je vais boire en réalité. Je vais boire dans le rêve et je vais pouvoir aller. Donc j'ai bu et puis je suis allée. Quand elle m'a vu, elle était terrifiée. Elle a
gâté son royaume. Elle a gâté son royaume. Elle a tout gâté. Elle nous a renié. Elle a enlevé ses pouvoirs. Et quand nous sommes venus dans la vraie vie, j'ai remarqué que mon visage a vieilli. J'avais des rides. Je devenais vilaine. Je suis allée à l'église. Le pasteur m'a dit que je suis sirène des autres. Ça m'a pas choqué vu que je savais. Il m'a dit que ma peau qui vieillit, c'est parce qu'on m'a enlevé ma beauté. Je lui ai dit que j'étais belle avant. Et ça, il dit oui. Dans le pacte du diable, quand on enlève quelque chose, on ne t'enlève pas petit. On ne t'enlève pas ce qu'ils t'ont donné, mais on t'enlève plus que ce qu'ils t'ont donné. Donc, ils m'ont enlevé ma beauté. Quand je sortais même au cachet, c'était le voile. Il y a les gens qui me disaient qu'il y a longtemps, ils n'ont pas vu mon visage. Mais tellement que j'étais ridée, j'étais vilaine, je ne voulais plus sortir. Et quand je suis allée à l'hôpital, c'est le pasteur qui a fait qu'aujourd'hui, je suis redevenue comme ça. Bon, mes autres camarades, elles sont restées vieillissantes parce qu'elles ne venaient pas avouer à quelqu'un qu'elles sont des sirènes des autres. Voilà comment je veux exhorter mes frères et sœurs pour leur dire que c'est pas tout le monde en suit. Voilà, bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.